J'espère que nous allons partager cet enregistrement sur Internet. Pour les gens qui vont le lire, je voudrais vous avertir tout de suite. Avant de commencer à pratiquer pranayama, vous devez être une personne avec de fortes valeurs morales. Si vous ne vivez pas en toute conscience, ce n'est pas la peine d'essayer de pratiquer le yoga. Que veut dire de ne pas vivre en toute conscience? Une personne ne vit pas en toute conscience quand celle-ci est menée que par ses propres intérêts. Elle marche sur les têtes des autres gens, prend des choses qui ne lui appartiennent pas et toutes sortes d'autres choses. Vous pouvez chercher sur Internet le concept de yama niyama et regarder quelles sont les recommandations pour un yogi avant de commencer ses pratiques. Et ce n'est que dans ce cas-là que vous vivez avec ces concepts que je vous conseille de commencer à pratiquer. Sinon, croyez-moi, vous allez obtenir des résultats si vous ne vivez auxquels vous ne vous attendez pas. Par exemple, il y a ce concept de pranayama. Imaginez un tigre. C'est un animal énorme, jusqu'à 5 mètres de long, lourd, avec des grandes dents. Si vous le scellez comme un cheval, bien évidemment que vous arriverez le premier au sommet de la montagne sur laquelle vous voulez monter. Mais si vous n'êtes pas parfait, le tigre va le sentir. Savez-vous ce qui se passera? Il ne restera que des bribes et des miettes de celui qui a essayé de sceller ce tigre. Par conséquent, cet exemple, ce concept plutôt, affirme que pranayama est un instrument énergétique puissant, interdit d'utilisation par la personne qui n'est pas prête pour ça. Pourtant, chaque personne est différente. Et nous vivons dans la société où on nous impose des choses pas correctes. Et la société est dirigée dans la direction où elle va tomber sur un hachoir sous une forme ou une autre. Nous sommes obligés de diffuser des connaissances essentielles. Et très probablement, grâce à ces connaissances essentielles, quelqu'un changera son vecteur de développement sur cette planète. C'est-à-dire ne pas aller dans la direction de la dégradation à travers des plaisirs infinis, mais essayer de prendre le chemin de perfectionnement personnel, le chemin d'ascèse, et d'essayer de changer des énergies qui entourent cette personne. C'est pourquoi le sujet qu'on va aborder maintenant est très important. Normalement, je ne parle pas beaucoup de pranayama, mais ici c'est un endroit spécial. C'est un arbre bodhi sous lequel Bouddha pratiquait lui-même. Vous avez sûrement entendu parler d'une notion de pranayama, des exercices de respiration permettant d'accumuler l'énergie. Bouddha pratiquait ces exercices dans cet endroit et ses nombreuses pratiques lui ont permis d'atteindre un niveau incroyable. Oui, bien sûr, cet arbre existant est une des réincarnations de l'arbre original. Selon les différentes estimations, c'est la 5e ou la 7e réincarnation de cet arbre. Néanmoins, le plus important est que l'énergie de ce lieu, selon les prédictions, garde l'énergie de Bouddha Kashyapa et celle de Bouddha Shakyamuni. Selon la tradition, tous les Tathagata qui ont réussi à atteindre la réalisation dans ce monde faisaient leur pratique à cet endroit. En outre, le futur Bouddha Maitreya qui vient dans ce monde va aussi pratiquer à cet endroit. Par conséquent, il est important d'apprendre à pratiquer ici. Certainement, vous savez qu'il y a beaucoup de différentes écoles, des mouvements, des concepts aujourd'hui, et leurs attitudes envers des pratiques de respiration sont très différentes. Chaque école a une approche différente. Il y a des écoles qui disent que, grosso modo, sans entrer dans les termes spécifiques, il faut aller de droite à gauche, et d'autres écoles qui disent de gauche à droite. Bien sûr, tout est relatif. Pourtant, l'expérience montre que pour plusieurs paramparas, avec des méthodes différentes utilisées, le résultat sera plus ou moins identique. Et ce qu'il faut retenir dans ce cas, si nous montons la montagne par la route de droite, nous arrivons un jour à la montagne, d'accord? Ou nous prenons la route de gauche pour monter la montagne, nous arriverons aussi au sommet de la montagne. La principale question est de savoir combien de temps il nous faudra pour arriver au sommet. Est-ce que c'est clair? Par conséquent, on cherche un système de transmission le plus efficace pour l'étudiant. Alors, il y a une notion de parampara. Savez-vous ce que c'est? Eh bien, en 2 mots, c'est une ligne de succession. Lorsqu'un maître transmet une certaine connaissance à un élève, et cet élève commence à pratiquer en s'appuyant sur la connaissance de son maître, il atteint toujours quelque chose. En principe, c'est ça, parampara.
Donc, Parampara que Tathagata Shakyamuni a suivi est considéré comme l'une des plus grandes, non seulement sur cette planète. C'est une Parampara intergalactique. Eh bien, je vous donne un exemple. Les créateurs des mondes entiers, les dieux Brahma, ou comme les anciens Russes les appellent des Svarog, provenant de différentes galaxies, sont venus vers Bouddha afin d'écouter les choses qu'il avait racontées. Il a atteint les résultats incroyables. Et c'est Bouddha qui a donné une des pratiques qui s'appelle Plutôt Bouddha a donné une de ces pratiques qui se trouve partiellement dans le Sutra Apanasati Sutta. Vous pouvez chercher sur Internet Apanasati Sutta et vous trouverez une description de la base de cette technique. Bouddha a enseigné à ses disciples de contrôler l'esprit, de l'arrêter, de calmer ce vent d'esprit des pensées qui empêchent la paix. Donc, afin d'atteindre la paix, Bouddha a utilisé une pratique spéciale. Au Sri Lanka, les moines de Theravada ont réussi à conserver cette pratique jusqu'à nos jours. Cette pratique est née à Sri Lanka il y a de nombreuses années, et en Russie, il y a aussi des gens qui pratiquent cette technique. C'est pourquoi je vous parle maintenant de cette pratique, car grâce à cette technique, j'ai réussi à quitter mon corps pour la première fois il y a quelques années, quand j'ai commencé mes pratiques. Et je vous jure que pour moi, c'était presque comme une révolution de ma conscience et de ces concepts élevés par la société. Eh bien, imaginez une personne qui vit normalement dans une société. Elle aspire à ce vers quoi elle avait été orientée, puis soudain, cette personne sort de son corps et comprend très bien que le corps est une grande machine biologique dans laquelle on vit. Si vous avez regardé le film Avatar, c'est exactement ça. Sauf que c'est un être humain qui joue le rôle d'un avatar. Donc, avec ce pranayama, j'ai pu accumuler quelques expériences qui prouvent exactement les choses suivantes. Vous êtes une personnalité et votre corps est seulement temporaire. Maintenant, vous êtes dans ce corps, après vous pourrez être dans un corps différent. Et j'ai vraiment acquis cette technique. Par conséquent, si vous pratiquez ce pranayama, je vous garantis, grâce à certains efforts, vous pouvez obtenir des résultats. Le chemin du développement personnel inclut obligatoirement l'ascèse. Le développement n'est pas possible sans ascèse. On va prendre un exemple avec un antonyme. Quel est l'antonyme du mot ascèse? Quelles sont les variantes? Le plaisir, la jouissance, c'est ça? Avez-vous rencontré au moins une personne qui a atteint quelque chose grâce au plaisir? Ils ont satisfait leur plaisir en mangeant beaucoup, faisant l'amour. Et quand il atteint que le plaisir momentané, rien de plus. À un moment donné, cette personne comprend qu'elle a été utilisée. Elle a été laissée sans rien. Elle n'a rien accompli. C'est pourquoi il existe le concept d'ascèse qui change l'énergie de la personne. Ce n'est pas mon idéologie, mon imagination. Il y a beaucoup de livres sur ce sujet. Lisez-les, croyez-moi, vous trouverez des preuves. C'est seulement par l'ascèse, par un système d'autolimitation particulier que vous pouvez changer votre énergie, ainsi que l'énergie de votre entourage. Sinon, ce n'est pas possible. Bien sûr, l'ascèse n'est pas un chemin pour tout le monde. Il y a des gens qui, selon leur karma, doivent se réincarner vers le bas. Ils tombent sûrement sur des écritures anciennes qui constituent en effet que 10% du nombre total des écritures. Pourtant, ils seront persuadés que ces 10% sont la vérité la plus correcte et tout le reste est une illusion. Que l'ascèse n'est pas sérieux. Il faut satisfaire tous nos désirs, profiter de la vie et nous allons atteindre la perfection dans le yoga. Il y a quelques concepts comme ça. Notamment, vous avez sûrement entendu parler de tantra, n'est-ce pas? Dans la société moderne, chez 90% de personnes, quelles sont les associations quand elles entendent le mot tantra? Le plaisir sexuel, c'est ça? Je vous jure qu'il y a des écoles entières qui disent que dans les écritures particulières, il est écrit que sans plaisir sexuel, le développement n'est pas possible. Et bien sûr, ils donnent des arguments sur ce sujet, mais tout cela est vraiment insignifiant. Parce que oui, à une certaine étape, ça pourrait être un outil. Mais la principale question est de savoir qui l'utilise. Si la personne n'est pas prête, elle utilise certaines pratiques sexuelles avec son interprétation, elle sera bluffée très facilement.
Parce que des énergies au niveau de Svadhisthana sont si puissantes et influencent énormément cette personne qu'elle se trouve rapidement sans rien. Mais certaines personnes ont besoin de vivre cette expérience. On ne les critique pas, c'est simplement la constatation du fait. Dans la biographie de Yoshe Tsogyal, il y a une mention du mot Tantra. Cela dépend beaucoup des traducteurs, bien sûr, mais jetons d'abord un coup d'œil sur les pratiques et ascèses que Yoshe Tsogyal avait suivies avant sa pratique de Tantra, c'est-à-dire quelles épreuves elle avait traversées avant d'atteindre le corps de Vajra. Bien sûr, la personne peut s'engager dans la pratique de Tantra si elle est au niveau de Yoshe Tsogyal, ayant la capacité de repousser une attaque par flèche dans son œil. Pouvez-vous imaginer quelle énergie entoure cette personne? Ou bien la personne qui habite pendant 6 mois sur un glacier et n'a pas froid? Ce sont les gens, bien sûr, qui peuvent gérer toutes leurs passions, les absorber dans leur monde intérieur et transformer ces énergies. Malheureusement, Tantra attire le plus souvent ceux qui ont effectivement tendance au plaisir. C'est le plaisir qui est prioritaire pour eux et pas le résultat qui peut être théoriquement obtenu. C'est le problème principal. Retournons à Pranayama. Donc, Pranayama s'appelle Apanasati Yanayana. C'est une technique très ancienne qui permet à une personne de contrôler son esprit impétueux. Si vous lisez des livres différents, notamment Yoga Vasistha, vous apprendrez que l'esprit s'éteint de nos plus grands soucis. Et même dans le Bhagavad Gita, où Arjuna a posé la question à Krishna, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'esprit? Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là, il court d'un coin à l'autre sans aucun contrôle. Krishna a répondu, il y a une technique qui, grâce à la concentration, oblige notre esprit à se concentrer sur une chose. Puis on peut appliquer cette énergie pour contrôler certains processus autour de soi. C'est possible. On verra comment tout ça est lié à Pranayama dont nous parlons aujourd'hui. Le fonctionnement de l'esprit de la personne dépend directement de l'énergie qui l'entoure. Oh, attendez. Le travail de l'esprit dépend de la façon dont la personne respire. C'est-à-dire la respiration d'une personne détermine le fonctionnement de l'esprit. Si la personne pense rapidement, elle va automatiquement respirer rapidement. Et au contraire, si la respiration est calme, les pensées seront calmes aussi. Malheureusement, maintenant, la société introduit certains programmes pour asservir l'humanité. Oui, on dirait qu'en principe, il n'y a rien à voir avec le yoga, mais en réalité, c'est vrai. Depuis le début des années 30 du XXe siècle, les recherches ont été menées sur comment faire en sorte pour que l'homme ne pense qu'à ce que veut son esclavagiste. Il faut créer la conscience segmentée chez une personne, c'est-à-dire pour qu'elle ne puisse pas percevoir l'information entièrement et pour qu'il puisse penser qu'à certaines informations demandées. Il s'agit d'énumérer certaines données et d'associer des tâches précises à la fin. Donc, si quelqu'un n'est pas en mesure de tenir tout le problème dans son esprit, peut-il le résoudre? Et maintenant, les gens sont éduqués de telle façon qu'ils ne puissent comprendre qu'une partie du problème, soit le début, soit le milieu, soit la fin. Par conséquent, la personne ne peut pas percevoir l'information à cause de certaines énergies au niveau ondulatoire. Si c'est possible, allez chercher sur Internet, allez chercher l'information qui montre l'influence de la musique sur la conscience humaine. Je vous assure, vous allez être surpris. Depuis 50 dernières années, un peu plus de 60 déjà, je pense à partir de l'année 54, certains principes ont été adoptés dans les médias pour forcer les gens à écouter certains rythmes. Et ce sont les rythmes qui amènent la personne à un fonctionnement particulier de la conscience. Cherchez sur Internet l'influence de la musique sur les humains, ou vibrations de la musique sur les humains, ou des phrases similaires. Croyez-moi, vous allez trouver quelques informations. Voilà. Si vous pouvez, grâce à Pranayama, calmer votre esprit, vous ne serez pas sensible à l'influence sociale qui existe dans ce monde. Très probablement, plus vous serez calme, plus facilement vous allez résoudre les problèmes dans votre vie. Avez-vous des questions, des commentaires, des suggestions sur ce sujet? Questions du public inintelligibles. C'est possible. Au moins, toute la grosse production, ces images qui changent très rapidement, afin que tous les gens qui se trouvent au cinéma consomment tout ça comme des zombies. Cette énergie les touche malheureusement. Alors, mes amis, répétez la question, s'il vous plaît.
La question était la suivante. Non seulement la musique, mais aussi tout l'art moderne a pour objet de limiter la capacité de réfléchir, pour que la personne ne pense pas trop, pour qu'elle ne pense qu'aux choses imposées par certaines institutions de ce monde. Alors, Pranayama Apanasati Nayana, la technique. Vous prolongez votre respiration jusqu'à la limite, jusqu'au moment où vous sentez un malaise. Vous expirez pendant 5 secondes et inspirez pendant 6. Expirez 6, inspirez 7, expirez 7, inspirez 8, etc. Prolongez votre souffle jusqu'à ce moment où vous sentez que tout votre corps veut vraiment respirer. À ce niveau, vous vous arrêtez. Pour quelqu'un, ce sera 15 secondes d'inspiration, 15 secondes d'expiration. Pour quelqu'un d'autre, 40 secondes. Pour chacun, le résultat sera différent. Mais si vous arrivez à une certaine limite de votre corps et vous pratiquez régulièrement tous les 2 jours, par exemple, ou encore mieux tous les jours, alors croyez-moi, votre perception de vous-même changera complètement. Bien sûr, avant de pratiquer pranayama, il est important de maîtriser son corps. C'est-à-dire, vous êtes censé rester avec un dos droit au moins une demi-heure en position assise. Mais en fait, je dis une demi-heure pour ceux qui font les premiers pas sur le chemin de développement personnel. Au moins 45 minutes. En fait, 45 minutes de pranayama est bien qu'on le début pour qu'on puisse parler avec cette personne de pranayama. Et une demi-heure pour dire à cette personne, « Bravo, sois patient, tu vas réussir dans un certain temps. » Bien sûr, tu as mal aux jambes, et vous savez pourquoi vous avez mal aux jambes? Cette personne vous répond, « J'avais un accident quand j'étais petit, c'est pourquoi j'ai mal aux jambes. » Non, mes amis. Vous avez mal aux jambes lors de la pratique de pranayama, car il y a un certain karma qui est accumulé. Ce sont des ayurvédiques qui disent ça, des praticiens qui travaillent avec les gens. Parce que de nombreuses maladies, les maladies des pieds, dépendent directement du karma accumulé dans nos jambes. Par conséquent, si vous allez modifier progressivement le fonctionnement de votre conscience et arrêter d'accumuler le karma, vos jambes iront mieux. Tout est lié. Alors, votre karma dans les jambes, bien sûr, ne vous permettra pas d'être assis tranquillement. Il existe Hatha Yoga pour cela. Pratiquez Hatha Yoga, endurez peu à peu l'inconfort que vous pouvez tolérer sur votre niveau. Vous ne prendrez pas du plaisir en faisant des asanas. Non, bien sûr, si vous êtes dans la société occidentale, aux États-Unis, vous êtes venu au cours de yoga cool, entre guillemets, ils vont vous dire bien sûr que le yoga, c'est du plaisir. On prend du plaisir en faisant des asanas. Non, en réalité, le yoga est en fait, si vous allez lire des écritures sacrées, le yoga avait été toujours lié à l'ascèse. L'ascèse pour celui qui le pratique. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des problèmes avec les jambes, essayez de les tolérer 5 minutes tous les jours. Supposons que vous êtes assis pendant une demi-heure et une demi-heure plus tard, vos problèmes commencent. Demain, essayez de rester assis pendant 35 minutes. Pendant les 5 dernières minutes, vous vous sentirez mal à l'aise, puis vous pourrez sortir de la pratique. Mais gardez toujours un peu d'inconfort lors de pranayama. Peu à peu, vous allez augmenter le temps de la pratique que vous pouvez vous permettre. Je peux vous donner un exemple de ma pratique. Il me fait rester assis environ 3-4 heures pour commencer à ressentir une gêne aux jambes. Elle arrive naturellement à cause du rythme de ma vie sociale. C'est-à-dire, je fais beaucoup de conférences de différentes activités. Parfois, si je parle trop avec les gens, je suis dans un tel état où une demi-heure après, je commence à avoir mal aux jambes. Ça veut dire que j'ai beaucoup trop parlé avec les gens. Et puis, j'ai besoin de faire un effort pour mettre ma pratique au niveau où je peux me sentir bien. Alors, le dos droit. Comment réussit-on à le tenir droit? C'est clair, c'est Hatha Yoga. Si vous pouvez pratiquer assis avec le dos droit et vous n'avez aucune douleur dans les jambes, et si vous pouvez tenir la respiration au moins pendant 40 secondes, il m'a fallu 45 secondes, c'est-à-dire quand j'ai atteint le niveau de 40 secondes d'inspiration, 40 secondes d'expiration, j'ai réussi à sortir de mon corps. Peut-être quelqu'un avec plus d'expérience dans cette pratique en aura besoin moins. Peut-être vous pouvez sortir au bout de 25 secondes, quelqu'un d'autre aura besoin de 2 minutes. Dans plusieurs écoles en Inde, par exemple, les élèves ont des objectifs différents. Par exemple, je connais une école où ils disent à l'étudiant novice, « Est-ce que tu veux pratiquer pranayama? Parfait. Quand tu pourras tenir ton souffle pendant 40 secondes, pardon, je voulais dire 45 minutes. Quand vous avez une apnée pendant 45 minutes, alors on pourrait parler des choses sérieuses. Tant que tu ne fais pas une apnée de 45 minutes, de quoi peut-on parler avec toi? » Voilà quelle approche, mes amis. C'est vrai en plus. C'est toujours difficile si vous voulez atteindre un certain accomplissement spirituel. Au contraire, il est facile de vivre dans la société et d'être esclave.
Aujourd'hui, les gens ne manquent pas de nourriture. Par contre, ils ont une courte espérance de vie, mais peu importe, le principal reste le plaisir. Aujourd'hui, on leur propose 3 types de bière ou 5 types d'alcool fort, en leur faisant croire ainsi d'avoir la liberté de choix. Mais pourquoi on leur vend de l'alcool plutôt que des boissons de fruits ou de l'hydromel sans alcool qui ont toujours existé dans notre culture traditionnelle? Certainement, quelqu'un en tire profit, mais évitons le sujet des problèmes sociaux. Parlons de pranayama. Je vous rappelle qu'il est important de tenir le dos droit et choisir un endroit calme. Pourquoi je vous recommande exactement ce type d'endroit? Je vous assure à 90% que Bouddha calmait l'activité de sa conscience grâce à ce type d'ambiance. Si vous décidez de rester avec nous, nous avons à notre disposition encore 2 soirées, une journée entière pour pratiquer. Et si vous décidez de faire ces exercices, alors il est fort possible que vous arriviez à améliorer aussi la posture de vos jambes. Vous avez raison de dire qu'il est plus facile de faire des asanas et croyez-moi, si vous tenez le dos droit, vous sentirez moins de douleur. Votre pranayama va passer plus facilement. Il faut tout simplement trouver un endroit calme comme par exemple la belle forêt de Russie ou le magnifique Caucase. Croyez-moi, le Caucase n'est guère inférieur aux Himalayas. Certains pensent que les Himalayas sont l'endroit parfait pour pratiquer le yoga, mais mon expérience montre le contraire, parce que pour un Russe, l'endroit parfait reste la Russie. Croyez-moi, il faut minimum 1 mois pour s'adapter au climat des Himalayas. Ensuite, vous risquez d'attraper les maladies locales. Par ailleurs, les habitants de là-bas ne vous laisseront jamais pratiquer tranquillement votre yoga. Ils viendront vous voir tous les jours pour vous demander quelque chose, par exemple prendre des photos avec vous. C'est pour cela que le Caucase reste un endroit idéal pour votre pratique, surtout que son énergie n'est guère pire que celle des Himalayas. Donc, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à y aller. Nous avons créé le camp Aura pour tous ceux qui souhaiteraient pratiquer tranquillement le yoga dans un bel endroit. Les prix sont accessibles, mais nous sommes prêts à vous accueillir même sans contribution financière, pourvu que vous puissiez venir avancer dans votre pratique. C'est une action sociale qui a comme mission le réveil de la conscience des Russes, et notamment ceux qui choisissent le chemin du développement personnel. Donc, tous ceux qui souhaitent nous joindre, vous êtes les bienvenus. L'endroit propre, le dos droit et aucun facteur dérangeant. Si un de ces facteurs est perturbé par quelque chose, évitez-les. Trouvez un endroit où ni gens ni animaux ne pourraient vous déranger. Il est conseillé d'éviter de pratiquer le pranayama en présence des animaux. Ils viendront certainement vous voir, s'asseoir sur vos jambes, vous lécher, etc. N'hésitez pas à les laisser dans une autre chambre afin de pratiquer tranquillement votre pranayama. Il est clair qu'il y a toutes sortes d'animaux dans la forêt. Dans ce cas, vous pouvez laisser des graines à côté de vous afin qu'ils les grignotent et que vous puissiez tranquillement pratiquer le pranayama. Ensuite, c'est toujours le même principe. On commence par la respiration. Des fois, on me demande comment sortir de cet état de méditation. En fait, si vous sentez qu'il est temps d'arrêter cette méditation, commencez par des expirations longues, ensuite par des expirations courtes. Ainsi, revenez doucement vers une respiration normale. L'alimentation est un autre élément important dans la pratique de pranayama. Je pense que la plupart de ceux qui écoutent cette émission consomment de la viande. Malheureusement, nous soyons nés dans un monde où on nous a appris à manger de la viande. Mais si vous lisez des écritures védiques, vous trouverez certainement des passages sur les habitudes de consommation de la viande de la caste des Shudras et dans des cas exceptionnels des Kshatriyas. Manger de la viande et pratiquer de pranayama sont 2 choses incompatibles. Si vous êtes en bonne santé et que vous pouvez passer à un régime d'alimentation végétarien, essayez au moins de vous passer de la viande au moment de votre pratique. Je vous explique pour quelles raisons. Au début, vous pouvez avoir la sensation que la viande donne une énergie instantanée, mais tout de suite après, vous vous sentez fatigué à cause d'une digestion difficile et longue. Donc, il est déconseillé de pratiquer le pranayama et manger de la viande en même temps. Imaginez 2 personnes. Une qui vient de manger de la viande qui contient toutes sortes de toxines et l'autre qui vient de manger que des fruits. Donc, qui va entrer plus facilement dans un état de méditation à votre avis?
Je conseille à ceux qui mangent de la viande de ne pas s'aventurer dans cette pratique. Une des conceptions des Tibétains est que la viande peut être consommée du moment où elle fait l'objet d'une offrande. Pourtant, le message de Milarepa délivré aux Tibétains dans ces 100 000 chants est qu'ils ne peuvent pas atteindre l'accomplissement spirituel tant qu'ils mangent des cadavres. Si vous lisez la biographie de Milarepa, vous verrez qu'il se nourrissait principalement de céréales. Mais dans certaines traductions, vous trouverez qu'on lui apportait de la viande comme offrande. Milarepa pouvait se permettre de manger de la viande car il avait un niveau spirituel très élevé. Il passait tout l'hiver dans une grotte. Pendant ce temps-là, il n'utilisait aucune provision qu'on lui avait apportée. Les gens lui apportaient par exemple quelques sacs de céréales ou d'autres produits alimentaires, mais il ne les touchait même pas car il était nourri par les Dakini. Ce sont des déesses de l'autre monde qui lui apportaient la nourriture. Donc il avait un niveau spirituel tellement élevé qu'il était capable de changer le temps et l'espace. C'est pourquoi il pouvait manger de la viande. Lisez le livre de Yogananda Paramahansa qui s'appelle l'autobiographie du yogi. Il contient une histoire curieuse. Il était une fois un yogi qui avait la réputation d'un idiot et passait pour un miséreux. Donc Yogananda, avec un de ses amis, a décidé d'aller voir cet étrange yogi. Ils sont arrivés chez lui, toutefois conscients comme le sont tous les Indiens. Les Indiens comprennent très bien qu'il faut parler prudemment avec les brahmanes, car leurs paroles peuvent avoir l'impact d'une balle. Si vous pouvez esquiver une balle, vous ne pouvez pas esquiver la parole d'un brahmane, car il possède le tapas. Si un brahmane vous dit que vous avez un comportement indigne, considérez que vous en tirez une leçon plus tôt ou plus tard. Tous les Indiens le savent. Il faut donc faire attention à notre comportement face à un brahmane, lui témoigner beaucoup de respect, en aucun cas ne le mettre en colère. Mais comme Yogananda et son ami étaient jeunes, ils ont décidé d'aller défier le soi-disant yogi. En réalité, c'était un mystique et ça relève du domaine du yoga. On disait qu'il mangeait de la viande, donc quand les deux jeunes sont venus le voir, le yogi savait déjà que c'était dans le but de le défier. Alors il décide de les envoyer à un ruisseau où un cadavre pas encore décomposé, récemment abandonné, flottait encore dans l'eau. Il leur a dit de prendre un couteau et de couper un bout de cuisse et de le lui apporter. Les deux gens se sont sentis piégés, mais ils sont allés au ruisseau et en fermant les yeux, ils ont coupé le bout de cuisse et l'ont apporté au yogi. Entre-temps, le yogi a fait le feu et puis il a fait cuire ce bout de viande. Cette fois-ci, les deux jeunes se sont sentis vraiment piégés et ne pouvaient plus s'échapper en ayant peur de mettre en colère le yogi. Alors, ils ont décidé d'attendre et voir ce qui allait se passer. Après un certain temps, le yogi a commencé à touiller sa préparation en chantant quelques mantras et en ajoutant des herbes. Et puis, il leur a dit de préparer leurs assiettes car ils allaient commencer à manger. Deux jeunes brahmanes ont eu tout de suite peur car pour un brahmane, manger de la viande équivaut à un crime. Mais quand le yogi a enlevé le couvercle de la casserole, à la place de la viande, il y avait du riz et des sucreries qu'ils ont mangé tous ensemble. Les yogis arrivent à changer l'énergie de la matière. C'est la raison pour laquelle ils mangent de la viande. Si vous ne possédez pas ce pouvoir, je vous déconseille de manger de la viande. Je vous assure que vous n'allez rien perdre si vous arrêtez de manger de la viande. Lisez le livre de Shatalova ou de Marva Gagnon. Ce sont des personnes qui ont étudié ce sujet de A à Z. Par exemple, Gagnon a travaillé en tant que biologiste, biochimiste et même thérapeute. C'est une professionnelle qui connaît ce domaine sur le bout des doigts. Vous pouvez facilement trouver ses travaux sur Internet. Mes amis, revenons à nos moutons. Si vous mangez de la viande, vous n'échapperez pas à toutes les scories et poisons dans votre corps. C'est pourquoi il est recommandé de pratiquer le pranayama sans aucun poison intérieur. Certains tantriques ou yogis disent que si Shiva fume de l'herbe
alors nous y avons aussi le droit. La réalité est que ces drogues seront mauvaises pour vous. Oui, c'est vrai qu'en mangeant des champignons hallucinogènes, vous vivrez une certaine expérience, mais ça ne fera que dépenser votre tapas et vous fera vivre l'expérience d'autres mondes plus attirants pour vous. Imaginez que vous avez le choix entre 3 voyages. Le premier voyage, par exemple, est au centre de la galaxie pour rencontrer des êtres parfumés et des êtres féeriques. Vous avez la possibilité d'aller sur cette planète. Ou bien faire un voyage dans un monde pareil au nôtre, où il y a les mêmes problèmes et les mêmes guerres. Et pour votre troisième voyage, vous allez où? Où actuellement il y a la guerre? Oui, en Syrie. Imaginez que vous fermez les yeux et en les ouvrant, vous vous retrouvez au champ de bataille en Syrie avec tout son cortège du carnage. Qu'est-ce que vous aurez choisi? Je pense que personne n'a envie de se retrouver en Syrie. Ceux qui mangent la viande peuvent vivre une expérience pareille. Une fois vécu cette expérience, ils ont à se rétablir un bon moment. Donc il faut être prudent avant de commencer à pratiquer le pranayama. Qui voudrait s'exprimer par rapport à ce sujet? Qui n'est pas d'accord? Aux écoles différentes, préparations différentes. Par exemple, au cours de plusieurs vies, vous avez acquis une expérience importante dans le pranayama. Vous vous rendrez compte intuitivement que tout va bien. Mais n'oubliez pas qu'en grande partie, vous êtes empoisonné par la vie sociale. J'ai découvert récemment le mouvement religieux des anciens Slaves et leur chef, le père Alexandre. Ce dernier dit que ce sont les hindous qui ne mangent pas de viande, mais les Slaves, ils sont habitués à la viande et lui est habitué au lardon que sa grand-mère lui donnait à manger. Mes amis, c'est clair que c'était sa grand-mère, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais il fume et son mode de vie est loin d'être sain. Si vous voulez suivre le même chemin, vous n'avez qu'à écouter ses conseils. Les Écritures sacrées disent que ce sont que les Shudras qui mangeaient de la viande. J'ai mes amis au nord de la Russie et notamment en Perme. Ils sont végétariens depuis des décennies et n'ont aucun problème de santé. Comprenez que la consommation de la viande, c'est le système d'asservissement de l'humanité. Les gens qui consomment de la viande deviennent peureux et c'est une chose qui convient à ceux qui détiennent le pouvoir. Cette conception est claire, non? Je vais essayer de vous l'expliquer d'une manière plus facile. Quand un animal est tué, vous savez ce qu'il ressent? Il ressent l'horreur en créant de toutes ses forces. Le sang imprègne l'animal. Tout ce qui mange de la viande avec du sang s'imprègne de la peur de l'animal. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Est-ce que c'est clair? C'est très important. Pour répondre à cette question, les habitants de l'extrême nord n'ont rien à manger sauf la viande. Mes chers amis, ce que je vais dire n'est pas très tolérant. Mais s'ils sont réincarnés dans ces circonstances où ils n'ont pas d'autre choix que de manger de la viande, c'est pratiquement la condamnation. S'ils sont nés dans ces conditions où on leur donne manger que de la viande de phoque, quel karma auront-ils dans le futur à votre avis? Comprenez que c'est un cercle vicieux qui oblige l'homme à se réincarner sans cesse. Donc, si vous êtes né dans un tel pays comme la Russie, est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas vous passer de la viande? Je vous assure que c'est pourtant facile. Quand la Russie est devenue un pays démocratique et les magasins étaient vides, il était difficile de se nourrir, et pourtant nous étions végétariens. On trouve toujours des moyens. Les gens qui sont nés par exemple en Kalmoukie, où le bouddhisme prédomine, sont tous carnivores. C'est leur karma d'être nés dans ce pays où la consommation de la viande est une coutume. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui. Comment? La question, quel est l'intervalle entre l'inspiration et l'expiration? Il n'y a pas de retenue du souffle, ni de Puraki, ni de Rechaki. Il faut inspirer et expirer sans retenue du souffle. C'est clair? Dans la plupart des pranayamas, l'accent est mis sur la retenue du souffle. C'est bien, c'est correct. Dans cette pranayama, on apprend à augmenter le volume de l'inspiration et étendre l'expiration. Si vous apprenez ce type de pranayama, vous allez voir que votre corps va inspirer et expirer au maximum. Ne vous inquiétez pas car votre corps sait parfaitement s'adapter. Si quelqu'un a peur que quelque chose lui arrive, un AVC par exemple, ou vous n'êtes pas sûr d'être en bonne santé, je vous conseille d'aller voir un médecin, lui dire que vous souhaitez faire la gymnastique des yogis et travailler votre respiration. Si le médecin vous confirme que vous n'avez rien à craindre, alors allez-y. Au contraire, si vous savez que vous avez des problèmes du cœur, s'il vous plaît, évitez de pratiquer la méthode dont je vous parle. Bref, allez voir d'abord le médecin, ensuite pratiquez le yoga. Comprenez que le karma est inévitable et tout accident peut se produire, même si vous avez une vie dans la société. Par contre, si vous ne pratiquez pas le pranayama, il est fort possible que vous ratiez un vecteur du développement de votre vie. En pratiquant le pranayama, votre vie peut changer radicalement. Mais si vous avez des problèmes de santé, il ne faut pas pratiquer le pranayama. Tout le monde a entendu? Si vous n'avez pas de problème de santé, vous pouvez pratiquer tranquillement le pranayama. Oui? Non, c'est absurde de faire des asanas inversés avant le pranayama. Il faut faire les asanas inversés après la pratique de pranayama. Avant de se mettre dans des asanas inversés, il est fortement recommandé de rester allongé 2 fois plus de temps que le temps dédié aux asanas inversés. Si vous restez avec la tête en bas pendant 15 minutes, alors il vous faut 30 minutes dans une posture allongée. Je répète encore une fois, ces informations concernent ceux qui font leur premier pas. Les yogis expérimentés s'en fichent s'ils restent avec la tête en bas ou en haut. Ils ont la capacité de faire ce qu'ils veulent. Les débutants, puisque c'est un cours pour eux, sont obligés de faire d'abord le pranayama, ensuite les asanas inversés. Le pranayama avant le sommeil peut être bénéfique pour votre énergie. Il doit être calme et concentré sur des expirations profondes. Si vous mettez l'accent sur des inspirations profondes, vous accumulez trop d'énergie et vous ne vous endormez pas. Et vous aurez probablement besoin de l'énergie pour bien mener votre vie sociale, aller au travail ou au bureau, n'est-ce pas? Le meilleur conseil est de faire du pranayama dynamique le matin suivi d'inspirations profondes. Il est si difficile de se réveiller 1h30 plus tôt pour faire le pranayama. Je vous assure qu'en pratiquant ce pranayama dynamique tout le jour, vous serez plein d'énergie du matin au soir et il vous en restera encore. Pourquoi pas, mais c'est mieux le matin. Le soir, le pranayama a un effet apaisant et change votre énergie. Par exemple, en communiquant avec des personnes différentes, votre aura est influencée par des énergies diverses. Dans ce cas-là, vous avez besoin de rentrer chez vous et essayer de vous nettoyer. Oui? Encore des questions, s'il vous plaît, un peu plus fort. Plus fort, je n'entends rien. Oui. Quand vous faites le pranayama, vous comptez dans votre tête. 1, 2, 3, c'est clair? Ne vous inquiétez pas, c'est un pranayama général, tout va bien se passer. Ce n'est pas bénéfique, c'est possible, mais croyez-moi, avec une respiration plus entraînée, le cœur commence à battre plus rapidement et vous comptez plus rapidement aussi. Il est important de se concentrer sur le cœur. Oui, c'est vrai qu'au début, il battra lentement, mais au fur et à mesure, le rythme sera plus dynamique. C'est normal. Alors, ne négligez pas le rythme cordial. Ne vous précipitez pas pour avoir des performances. Il ne faut pas forcer les choses, progresser petit à petit.
et tout va bien se passer. Oui. La pratique du pranayama en ville, est-ce possible? Je répète la question. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire dans un endroit propre, vous habitez dans une métropole, vous avez un appartement, de nombreuses choses se passent autour de vous. Il m'arrive aussi d'habiter en ville. Je suis obligée de quitter l'éco-village et avoir des activités sociales en ville. Je dois aller voir les gens et m'occuper d'eux. Mais je pense que j'ai un peu de bon karma parce que je bénéficie d'un logement qui donne sur un parc. En ouvrant la fenêtre, je peux pratiquer tranquillement le pranayama. Vous pouvez me dire, mais quand il fait moins vent, est-ce possible de pratiquer le pranayama? C'est possible, mais la pratique ne durera longtemps, à mon avis. Par contre, vous pouvez ouvrir la fenêtre, aérer la pièce et pratiquer tranquillement. Vous pouvez me demander si l'énergie autour de vous peut avoir une mauvaise influence. Par exemple, un drogué habite en bas de chez moi, un alcoolique en dessous de chez moi, et notre voisin regarde des films d'action à côté. Mes amis, il s'agit de votre karma à cette étape de développement dans votre vie. Si vous persévérez de pratiquer le pranayama dans ces conditions, vous allez changer non seulement votre karma, mais aussi celui des gens autour de vous. Bien sûr, c'est difficile de croire que le drogué Petya, par exemple, arrête les drogues. Mais s'il n'arrête pas les drogues, il finira par mourir en vous facilitant la vie. De toute façon, c'est son choix. Cependant, il pourrait changer sa perception de vie grâce à votre ascèse. Pour le moment, votre karma est devancé dans votre pratique et dans ces circonstances. Comprenez-moi juste, s'il vous plaît. Tous les problèmes qui s'abattront sur vous sont causés par votre karma. Par exemple, l'alcoolique Petya, le drogué Vatsya, les pervers d'à côté de chez vous, ou le jeune homme pervers qui a travaillé dans l'industrie du sexe dans sa vie précédente et qui regarde des images de sexe dans cette vie. Vous n'imaginez même pas quelle atmosphère domine votre bâtiment. Un seul garçon. Mais c'est votre karma. Même si ça pose un vrai problème pour votre pratique, je vous donne un exemple contraire, par exemple. Une situation idéale. Il y a 200 appartements dans un bâtiment avec 200 hôtels de toutes les religions. Donc, cela signifie qu'il y a des gens concentrés sur des bonnes actions. Est-ce que vous imaginez cette situation? Quel était le message de la plupart des saints? Ils parlaient de bonté, de compassion, mais je ne mentionne pas des religions qui parlent du contraire. Il y en a aussi comme ça. On est tous adultes ici, et vous comprenez très bien de qui je parle, mais parlons des religions les plus répandues, qui parlent plus ou moins de l'amour pour l'autrui. Alors, croyez-moi, la grâce couvrira ce bâtiment, même si ces gens se concentrent sur des hôtels différents. Suis-je assez clair? Pratiquer le pranayama dans ce type d'endroit est équivalent au nirvana. Maintenant, imaginez une autre situation où la soi-disant démocratie, vous comprenez laquelle? Celle où les gens s'entretuent en ayant tous les moyens à leur disposition. Bien sûr, il est très difficile de pratiquer dans de telles conditions. Mais si vous faites face à cette situation et ensuite vous vous trouvez dans un endroit calme, croyez-moi, vous progresserez rapidement. La pratique dans un milieu social devient une ascèse, un bon entraînement. En accédant à un milieu calme, votre progrès ne se fera pas entendre. Est-ce que c'est clair? Avez-vous d'autres questions, commentaires? Oui? La question concernant la synchronisation du cœur et de la respiration. Bien sûr que c'est normal. Si vous êtes déjà un yogi avancé, vos deux esprits fonctionnent bien. Un de ces esprits suit un minuteur, d'accord? Et le second esprit s'assure que cet esprit ne soit pas distrait. Et vous pouvez progressivement arriver à ce niveau. Vous pouvez vraiment avoir simultanément de multiples flux de conscience. Plusieurs esprits peuvent fonctionner en même temps. C'est possible, ce n'est pas un conte de fées. Alors, mes amis, oui? Oui. Moi, si je veux tout laisser tomber et partir dans un endroit propre,
Je répète la question. Si je veux laisser la vie stable d'un point de vue économique, la vie sans souci en Allemagne et partir dans un endroit propre. Cette question vient d'Allemagne tout simplement, ou partir tout de suite dans la nature et augmenter ma progéniture. Il y a des réponses différentes pour chaque type de personne. Si vous avez l'esprit d'artisan, d'un homme d'affaires, peut-être ce sera mieux pour vous de tout laisser tomber et partir. Mais si vous avez plus l'esprit de guerrier, il est préférable de rester et de s'engager dans une guerre informatique. Parce que selon plusieurs expériences, si vous partez dans un village, vous ne pratiquerez plus de yoga. Beaucoup d'exemples prouvent ça. Vous n'aurez pas de développement. Vous allez faire le travail physique tout le temps. La routine va occuper presque tout votre temps libre, même en hiver. Il y a beaucoup d'exemples. Nous avons aussi un beau village écologique où je peux vivre en pleine liberté. Je serai heureux, je suppose. Mais pourrais-je aider quelqu'un en étant heureux? Oui, je vais bien, mais comment ça aide les gens avec qui je suis lié d'un point de vue karmique? C'est pourquoi je laisse mon bonheur et je me fonds dans la société. Mais c'est ma façon de vivre. Peut-être vous devez fonder un foyer pour vous quelque part et devenir un artisan ou un homme d'affaires. Créez votre propre bonheur. Si vous vous rendez compte que votre bonheur est déjà construit, essayez d'aider les autres avec leurs problèmes. Mais selon l'expérience, un village écologique, ce n'est pas une solution. Parce que, comment mieux vous expliquer? Vous avez maintenant la possibilité d'aider les autres. Si la guerre commence, c'est tout à fait possible qu'elle commence, parce que notre société est beaucoup chamboulée, vous n'aurez aucun moyen d'aider les gens. Et si la guerre éclate, croyez-moi, tous les villages écologiques seront détruits. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tant que vous avez la possibilité de mener la guerre informatique, ne manquez pas cette occasion. Sinon, ce sera trop tard. Vous ne pourrez rien faire après. Oui. De les changer. Oui, ils sont plus forts. C'est vrai, je répète la question. Si vous ne pouvez pas encore convaincre vos amis, c'est juste parce que vous n'avez pas encore assez de réalisation. C'est-à-dire, vous n'avez rien accumulé en pratiquant le yoga. Vous êtes seulement un théoricien. Essayez de vous ancrer sur le chemin, essayez de devenir un exemple pour les autres. Si vos amis voient que vous êtes bien, si vous pratiquez le yoga, si vous vous occupez du développement personnel correctement, la vie autour de vous va s'améliorer. Il y a un concept très important sur ce sujet. Pourquoi votre vie peut changer? C'est parce que les dieux sont intéressés par les gens dans cette société qui pourraient servir comme un phare pour les autres. Les gens qui ne font pas que de blablabla sur des vérités suprêmes. Ceux qui mènent une vie saine, sans mauvaises habitudes, qui montrent un bon exemple par leur façon de vivre, qui donnent naissance aux enfants en bonne santé. Dans ce cas-là, croyez-moi, vous serez crédible. Pourtant, tous les obstacles que vous rencontrez, c'est le reflet de votre karma négatif. Il y a un concept qui explique que vous méritez déjà en enfer. Je parle de façon symbolique. Si vous avez déjà accumulé le karma négatif pour y aller, alors il y aura toujours des situations dans votre vie qui ne vous permettront pas de pratiquer le yoga. Il y aura toujours des personnes dans votre entourage qui vont vous dire que vous êtes bête, que c'est n'importe quoi, que des yogis sont des sectaires. Il vaut mieux regarder la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont vous persuader fougueusement que c'est une secte, parce que c'est votre karma de rester dans ce train qui vous amène à l'abattoir à la fin. Est-ce que j'ai bien expliqué? C'est pourquoi la meilleure option, c'est de changer vous-même. D'ailleurs, vous savez, je suis passée par les mêmes problèmes auxquels vous vous êtes confrontés aujourd'hui. Mais j'étais très têtue. Probablement, à cause de mon orgueil, je ne pouvais pas me permettre d'accepter l'opinion de quelqu'un ou de laisser quelqu'un manger de la viande. Je disputais, je prouvais, mais après j'ai commencé à remarquer que je rencontre de moins en moins de gens avec qui je peux entrer en débat et de plus en plus de gens qui partagent la même vision du monde que moi. C'est-à-dire, si les dieux comprennent qu'on est la bonne personne, ils vont vous épargner les gens qui vous posent les problèmes et vous amener les personnes qui vont devenir vos disciples. А больше будет появляться тех людей, которые, наоборот, будут вашими соратниками и сторонниками.
L'autre question, vous avez levé la main. Alors, mes amis, c'était une discussion sur le pranayama, si vous ne l'avez pas remarqué. Mais en fait, il faut aborder les problèmes sociaux qui accompagnent votre pratique de pranayama. Sinon, ça ne sert à rien. Ce ne sera qu'un mensonge. Vous allez chaque fois vous confronter à un mur et vous serez rejeté. C'est le pire, n'est-ce pas? Oui. La question. Quel type de pranayama est le plus tranquille pour pratiquer le soir? Ce pranayama dont nous avons parlé est idéal. Juste, vous n'allez pas au stade quand votre corps commence à trembler, c'est clair? C'est-à-dire aller au niveau où vous sentirez à l'aise et un peu plus loin, pour ne pas profiter, parce que le plaisir dans la pratique de pranayama, c'est le gaspillage d'énergie. Tout le monde le comprend? Si vous sentez l'euphorie lors de votre pratique de pranayama, ça veut dire que votre énergie se coule de robinet. C'est pourquoi il faut sentir un certain confort dans pranayama. Ce ne sera pas facile. Il y a des gens qui sont accros au voyage vers d'autres planètes. Vous comprenez de quoi je parle? Vous faites le pranayama et vous partez dans un autre monde subtil où vous êtes un dieu et vous pouvez créer. Vous êtes considéré là-bas comme une idole, mais dans 6 mois, vous aurez peut-être des expériences très différentes. Je ne veux pas vous donner des exemples extrêmes. Mais il est préférable de ne pas jouer avec le plaisir, même dans le pranayama. C'est mieux une ascèse modérée, alors tout ira bien. Bref, il faut appliquer la maîtrise de soi dans tous les domaines. Les deux, d'inspiration et d'expiration, parce que vous voyez, vous avez la même inspiration calme. Vous aurez envie d'inspirer plus vite et vous aurez envie d'expirer plus vite. À ce moment-là, il y aura l'ascèse. Mais nous parlons de la pratique du matin. Dans la soirée, cette ascèse doit être confortable, juste pour calmer votre esprit, comme on dit. Non, il vaut mieux réchauffer le corps avec les asanas pour activer l'énergie. Ensuite, travailler avec pranayama et ensuite aller dans le lit et faire shavasana jusqu'au matin. Et le matin, donc, si vous vous sentez en forme, ou probablement d'abord le pranayama, puis les asanas et les activités sociales après. Si vous vous êtes réveillé et vous trouvez que c'est difficile, alors faites des asanas d'abord, pour ne pas endormir et ensuite vous faites le pranayama. Très bien. Kapalabhati, Agnisara Kriya sont très bons pour le matin. Oui, c'est vrai. Essayez comme ça. Tenez un journal. Supposons qu'aujourd'hui, vous faites une série, par exemple, Kapalabhati, Agnisara, puis Apanasati, le yoga, et ensuite vous continuez cette série quelques jours. Après, vous faites des modifications et décrivez toujours les résultats de cette journée. Écrivez comment vous avez vécu cette journée, les événements, la fin de la journée, comment vous vous sentez. Et progressivement, vous trouverez le meilleur schéma pour vous-même. Parce que chaque personne a des problèmes différents. Nous avons tous nos limitations karmiques différentes. C'est pourquoi on ne peut pas dire que telle et telle façon de pratiquer est la seule façon correcte. La vie sociale nous impose des limites, malheureusement. D'autres questions? Oui. Avec les pieds au-dessous, c'est une très bonne question. Je l'avais oublié. Il y a des gens qui sont assis comme ça et ils disent: je fais le pranayama comme il a été montré. Oui. Bien sûr, ils vont obtenir un certain résultat, mes amis. Si vous avez un apanavayu actif, vous auriez besoin de 2 fois plus de temps pour obtenir des résultats au pranayama. C'est clair? Vous êtes assis sur une chaise ou les jambes croisées comme ça et votre apanavayu s'active. Vous absorbez l'énergie et votre apanavayu va augmenter quand même. Vous ne comprenez pas? Vous absorbez la prana en renforçant votre énergie. Vous renforcez votre apanavayu comme toutes les autres énergies. Vous ne comprenez pas? Eh bien, je suis désolée, il faut expliquer ça. Certains d'entre vous ont compris ce que je veux dire? Il y a 5 types d'énergie qui vous permettent de vivre dans la société. Apanavayu, c'est une énergie très importante, qui est responsable de beaucoup de choses qui découlent de votre corps.
Mais sa fonction essentielle, c'est une ancre pour votre esprit. Une forte Apanavayu ne va jamais vous permettre de vivre des choses subtiles dans votre esprit. C'est presque comme une ancre. Quelqu'un qui n'est pas capable de plier ses jambes souvent a une vision du monde particulière. Malheureusement, ce n'est pas mon avis personnel, mais une amère expérience. Par conséquent, si vous êtes assis dans n'importe quel asana avec les jambes croisées, même en sitrasana, si vous bloquez un flux avec un pied, l'effet de votre pranayama sera décuplé. Vous obtiendrez le résultat 2 fois plus vite. Vous pouvez dire, eh bien, je pratique le pranayama depuis quelque temps. Bon, je peux rester assis plus longtemps. Mes amis, ça vous permettra d'économiser des années. Si vous êtes destiné à pratiquer Apanasati Pranayana et d'atteindre certains résultats, vous allez les atteindre, on va dire, dans 15 ou 20 ans. Imaginez-vous, 15 ans de pratique ou bien 10 ans. Ces 5 ans de vie, eh bien, je ne veux pas vous faire peur. Mais c'est une autre forme de vie. Si vous pouvez s'accomplir dans le yoga, votre forme de vie sera complètement différente a priori. Bon, je ne veux pas vous charger avec les notions religieuses, mais c'est ça. La qualité de votre vie va changer. Vous avez fait mieux des asanas? Regardez, ce matin on a commencé à pratiquer dans la grotte Mahakala. Maintenant on est sous l'arbre de Bodhi. Bien naturellement, il y a tout de suite le progrès. C'est mon expérience aussi. Plus on se trouve ici, plus de progrès on sent lors des pratiques intérieures. C'est-à-dire la pratique physique, ce n'est que 50% de la réussite. Mais si vous essayez de calmer votre esprit, ou bien de garder le dialogue de calme, c'est possible. L'expérience montre que la plupart des gens qui pratiquaient ici ont réussi à atteindre le résultat. Après-demain, on ira à la montagne Grikharakutru, où vous allez avoir la possibilité de se retirer dans une grotte pour pratiquer tranquillement, à l'abri des touristes, d'autant plus que ce sera l'endroit favorable pour le développement personnel.